L'Iran avec ce qui ressemble, il faut le dire, à un compte à rebours. Chaque soir, on tente d'évaluer à la lumière des dernières informations si on se rapproche de la guerre ou si, au contraire, il y a encore une chance pour la discussion. Et ce qui retient l'attention cette fois, c'est cette réunion qui s'est tenue dans la salle stratégique de la Maison-Blanche où les chefs des armées américaines sont venus rendre compte à Donald Trump de l'état de préparation de leurs troupes et du moment à partir duquel ils pourraient entamer cette campagne de bombardement, cette campagne militaire contre l'Iran qu'on dit inéluctable pour beaucoup. Et vous allez nous en parler, Isabelle, puisque votre papier dans le Figaro aujourd'hui porte sur le sujet et qu'on dit peut-être imminente. Il y a des petits signaux, l'Allemagne, la Pologne, qui procèdent à des évacuations. On va examiner tout ça. Quelle est cette scène ? Ce qu'a dit précisément l'armée américaine. Et puis vous nous direz de quel côté penche la balance ce soir. Voici les indispensables avec Pierre Barbin. Bonsoir Pierre. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quelles sont ces déclarations des chefs militaires américains ? Alors avant ces déclarations, d'abord le cadre. Tout s'est déroulé hier soir dans la War Room. C'est en quelque sorte la salle de crise de la Maison-Blanche, située ici, vous le voyez, dans l'aile ouest, au rez-de-chaussée. C'est par exemple ici que Barack Obama a suivi en 2011 le raid contre Oussama Ben Laden, ou que Donald Trump avait piloté les opérations menant à la mort du numéro 2 iranien Qasem Soleimani, cette fois en 2020. Cette fois donc, se sont retrouvés autour du président américain les plus hauts responsables du Pentagone et son cercle rapproché, Jared Kushner, Steve Witkoff, mais également le secrétaire d'État Marco Rubio. La question a été posée. Quand serons-nous prêts ? Réponse a bien évidemment été donnée. L'armée sera prête à mener d'éventuelles frappes contre l'Iran dès samedi. La scène est rapportée, vous le voyez, par CBS. Trump a reçu plusieurs briefings sur ses opérations militaires. Voilà ce que précise de son côté le Wall Street Journal. Première option, une campagne élargie de bombardement visant aussi à éliminer des dirigeants politiques et militaires iraniens. Deuxième option, des frappes aériennes plus limitées, circonscrites aux cibles nucléaires et aux lanceurs balistiques iraniens. Pourquoi samedi ? C'est la question. Cela correspondrait en fait à l'arrivée du deuxième porte-avions Gerald Ford. On a vu hier qu'il avançait plus vite que prévu. Voilà le scénario initialement envisagé. Le premier porte-avions Abraham Lincoln, toujours au large d'Oman, et le Gerald Ford en mer Méditerranée. L'Iran serait alors pris en étau par les forces militaires américaines. 700 km à parcourir pour les avions de chasse décollant du Lincoln et près de 1000 km pour ceux partant du Gerald Ford. Il pourrait donc rapidement atteindre l'Iran sans passer par l'espace aérien de l'Arabie Saoudite ou des Émirats Arabes Unis, que les deux pays ne souhaitent pas ouvrir aux États-Unis. Rappelons qu'en plus, il y a des bases militaires américaines en Jordanie, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis ou encore au Koweït. Malgré tout, une réserve toutefois, ce délai de samedi semble bien court pour que le porte-avions arrive à son point de destination programmé au large de Chypre. Est-ce à dire que l'armée américaine pourrait déclencher cette frappe avant même son arrivée ? Impossible, bien évidemment, de répondre à cette question. En tout cas, il y a des mesures d'évacuation, chacun prend ses précautions dans la région. Oui, dernière information en date, l'Allemagne qui retire ses troupes militaires d'Irak face aux tensions croissantes dans la région. La Pologne, elle, de son côté, appelle ses ressortissants à quitter l'Iran et ce, dès que possible. Écoutez justement le Premier ministre polonais Donald Tusk à ce sujet. Proszę natychmiast opuścić ci wszyscy, którzy jeszcze są w Iranie, Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju. Nie chcę nikogo tu straszyć jakimś możliwym rozwojem wydarzeń, ale wszyscy wiemy, o czym mówię. Możliwość już gorącego konfliktu jest bardzo, bardzo realna. Za kilkanaście, kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę. Tout dernier mot, Pierre, il y a quand même quelques réserves, si on regarde l'entièreté du tableau, au déclenchement de frappes immédiatement. Oui, avec un argument qui est avancé, la tenue des Jeux Olympiques d'hiver en Italie. On sait que l'épreuve sportive, symbole d'unité mondiale, ne se termine que dimanche soir avec la cérémonie de clôture. Pour certains responsables européens, une attaque ne peut pas avoir lieu avant cette date.
Autre réserve, le début du Ramadan, aujourd'hui même dans les pays musulmans, y compris en Iran, mais aussi dans les pays voisins alliés des États-Unis, qui abritent justement des bases américaines. Une attaque à cette période pourrait être perçue comme un manque de respect de la part des États-Unis. Merci Pierre. Je vous donne la parole, mais un mot d'abord du colonel de réserve Pierre Servant. Est-ce qu'il est indispensable que le deuxième porte-avions, le Gerald Ford, arrive à destination pour déclencher cette opération? Ou bien est-ce qu'avec la première armada et le Gerald Ford pas très loin, ça peut suffire? Le problème, c'est... quels seraient les plans d'attaque? Quels seraient les objectifs militaires? Donc tant qu'on n'a pas cette réponse-là, c'est impossible de répondre à votre question, savoir si, en fonction de ce que Donald Trump pourrait fixer, dans un premier temps, l'Abraham Lincoln pourrait suffire à la première phase, laissant au Gerald Ford le fait de rejoindre. Donc tant qu'on ne sait pas quel est l'objectif final recherché par des frappes, je ne peux pas répondre à votre question. Et on ne le sait toujours pas. On ne le sait toujours pas, et juste d'un mot, je ne crois pas du tout à l'option militaire. Pas du tout. Vous n'y croyez pas? Ah non, non, non. Alors, vous n'y croyez pas dans les 10 jours? Vous n'y croyez pas dans les 3 jours? alors, non, non, je n'y crois pas à court terme, tout court. Alors, attendez, s'il y a un accident, c'est-à-dire un coup un groupe de Pasdaran pris de folie essaie d'attaquer un bâtiment, etc., sauf provocation, accident, je n'y crois pas, et encore moins avec toutes ces fuites organisées. Je connais un peu ces choses-là de l'intérieur. Quand vous voulez vraiment attaquer un adversaire, vous ne commencez pas à organiser des fuites en disant le président s'est réuni, etc. Tout ça est pour moi de la pure gesticulation. Dans le cadre des négociations, ma conviction, c'est que Donald Trump ne veut pas d'opération militaire. Il est dans une situation extrêmement difficile, intérieure, pas simplement l'affaire Epstein, toute une série de dossiers, et prendre le risque de frappe militaire, alors pas pour les JO et pas pour le Ramadan, parce que je peux vous assurer que quand vous voulez faire la guerre, que vous êtes prêt, que vous savez ce que vous voulez faire, etc., honnêtement, il n'y a rien qui vous arrête, sauf les aspects purement militaires. Donc je pense qu'on est toujours dans le cadre de ce travail de pression sur les négociateurs iraniens pour leur dire « Vous avez vu, les Polonais évacuent, ça devient très très sérieux, vous avez intérêt à céder sur un certain nombre de points. » Voilà. Alors, est-ce que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, si ça ne débouche pas, l'option militaire reviendra? Je ne crois pas à cette option militaire et je pense que c'est de la pure gesticulation militaire. Alors après, Isabelle. Dans quelques jours, vous pourrez me dire « Mais Pierre... qu'est-ce que vous avez raconté? Regardez les attaques. Mais je n'y crois pas du tout. Merci pour votre franchise et personne ici n'a de boule de cristal, mais c'est intéressant d'entendre évidemment vos arguments. Isabelle, avant de vous entendre, la toute dernière déclaration de Donald Trump, comment faut-il l'interpréter? Écoutons le président américain qui parle de 10 jours, mais sans dire explicitement que on verra dans 10 jours. Non, c'est pas tout à fait ça, écoutons. So now we may have to take it a step further, or we may not. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. And now is the time for Iran to join us. They must make a deal, or if that doesn't happen, bad things will happen. Voilà, vous saurez dans les 10 jours, donc peut-être vous saurez dans 3 jours, dans les 4 jours. Vous faites votre article ce matin dans le Figaro, Isabelle, sur les 2 options, les 2 mauvais choix de Donald Trump. Première option, une frappe limitée. Limité dans les objectifs, parce que décider qu'on va changer de régime avec des frappes aériennes, c'est très compliqué. Et deuxième option, un mauvais accord. Mauvaise frappe ou mauvais accord, au vu des derniers éléments, quel est le plus plausible pour vous? Pour moi, ce sont des frappes. C'est-à-dire que c'est à peu près l'inverse de Pierre. Je pense qu'on va difficilement éviter l'option militaire. Alors évidemment, je n'en suis pas certaine, mais ça repose sur une analyse, et l'analyse est la suivante. Bien évidemment, Trump voudrait un accord diplomatique et il voudrait éviter d'avoir à frapper l'Iran. La seule chose qui pourrait proposer ce chemin diplomatique, c'est que l'Iran renonce à la fois à l'enrichissement sur le nucléaire. Ça, c'est pas très compliqué parce que de facto, depuis le mois de juin, les centrifugeuses sont complètement à l'arrêt, et ça, même toutes les sources le reconnaissent.
La deuxième chose mais sinon, on voit mal l'Iran renoncer à son influence régionale sur ses affidés, notamment le Hamas et le Hezbollah, et surtout on le voit mal renoncer à sa production de missiles balistiques. C'est-à-dire que si l'Iran accepte les 3 exigences de Donald Trump, c'est une capitulation et le régime sort grandement affaibli. En même temps, vous Jusque-là, écrivez, l'Iran ne l'a Isabelle. jamais fait. Vous écrivez dans votre article, les Iraniens sont maîtres dans l'art de gagner du temps, donc est-ce que ça pourrait pas se prolonger des mois, des mois? Ils ont toujours fait ça, et jusque-là, ça a toujours marché. Donc je ne vois pas pourquoi, sous prétexte, parce que l'interlocuteur aujourd'hui s'appelle Donald Trump, il changerait de méthode. Donc le seul moyen d'avoir en fait une sortie diplomatique, c'est que Donald Trump renonce à ses exigences et qu'il accepte un accord au rabais. Un accord au rabais, c'est quoi? C'est on bloque l'enrichissement de l'uranium pendant 3 ans, on fait revenir l'AIEA, on habille tout ça d'une sauce diplomatique, et le problème revient dans 3 ans, c'est-à-dire que dans 3 ans, rebelote, l'Iran redémarre son programme nucléaire militaire, et les Occidentaux se disent il faut à nouveau frapper pour empêcher cette bombe nucléaire de voir le jour un jour. Et si ce n'est pas les Occidentaux, c'est Israël qui le ferait avant. Voilà pourquoi je pense que seules les frappes nucléaires, en tout cas, il y a 80%. frappes américaines. Si je devais parier, je dirais 80% de frappes de chances que que les Américains soient obligés de faire cela. Voilà, le porte-avions Ford, au passage, et Pierre nous le disait très bien, il prend un peu de retard. Il a été très vite dans un premier temps, et là, il n'aurait toujours pas franchi, d'après ces images de reconnaissance par satellite, il n'aurait toujours pas franchi Gibraltar. Magali, Christian, votre sentiment à vous, au vu des dernières informations? On a même l'impression qu'il est en train de faire plutôt du surplace, oui, qu'il gagne du temps, en fait. Non, je pense que il y va maintenant de la crédibilité de Donald Trump, en fait. Le problème, c'est que ces négociations avec les Iraniens, je suis complètement d'accord avec Isabelle, à mon avis, ne vont rien donner. Parce qu'il ne négocie pas et qu'il cherche juste à gagner du temps. Et le problème, c'est que fera Donald Trump ensuite. Parce que si c'est pour... Alors, il peut dire, oui, j'ai obtenu un accord sur le nucléaire iranien. Mais alors, on pourra lui dire, mais alors attendez, vous avez déchiré lors de votre premier mandat l'accord sur le nucléaire en disant que justement, il n'était pas suffisant. Et en fait, qu'est-ce que vous obtenez de plus réellement cette fois-ci? Alors, on sait que Donald Trump peut nous habiller les choses en expliquant que si, c'est beaucoup mieux que ce qui avait été négocié par Obama, mais quand même. Puis là, on a un tel déploiement de force, on a quand même en effet des difficultés intérieures majeures. Est-ce que c'est pas aussi une façon pour Donald Trump de tenter une diversion d'une façon ou d'une autre? Il y a un élément la semaine prochaine qui fait que peut-être ça peut aussi ralentir. Vous savez, il y a le discours sur l'état de l'Union. Ce sera mardi soir au Congrès américain. Est-ce que Donald Trump va le faire en pleine frappe militaire sur l'Iran? Est-ce que, au contraire, il va peut-être à nouveau en profiter pour mettre en garde et faire monter la pression? La situation devient quand même très, très, très compliquée pour Donald Trump. Alors, il dit, dans 10 jours, je vais décider. Rappelons que quand... D'ici à 10 jours. D'ici à 10 jours, je peux décider. Parce que la première fois, c'est ce que j'allais vous dire. En juin dernier, personne ne s'y attendait vraiment. En juin dernier, on était encore dans une phase de négociation quand les Israéliens, en fait, ont décidé d'attaquer, rejoints ensuite par les Américains. Christian, et au Venezuela, plus personne n'y croyait. Oui. Christian, votre analyse à vous. Plutôt que de faire des prophéties, je préfère m'en tenir aux faits et au peu que l'on sache, mais qui est quand même assez illustratif. On apprend que les Iraniens, côté iranien, ont proposé aux Américains que des grosses entreprises dans le secteur pétrolier prennent des participations dans le secteur pétrolier iranien, pour la première fois depuis 1979. Autrement dit, des deals économiques comme les affectionne particulièrement Donald Trump. C'est une nouveauté. Ça permet... C'est une habileté de plus pour gagner du temps, de ne pas parler de ce que les Iraniens ne veulent pas, c'est-à-dire l'arrêt de l'enrichissement, l'arrêt des missiles balistiques et l'arrêt de l'appui apporté au proxy. Certes, mais quand même, ça signifie quelque chose que les Américains peuvent trouver intéressant. Et maintenant, du côté américain, exactement l'inverse, à part J.D. Vance qui s'est prononcé et qui est resté très prudent en laissant totalement ouverte l'option militaire, eh bien, on n'entend jamais Steve Witkoff et on n'entend jamais Jared Kushner parler de cela, ce qui laisse plutôt entendre qu'on n'est pas arrivé du tout à un terrain d'entente.
Donc, si je suis ces éléments-là, je dirais plutôt que la situation reste très critique et très tendue. Alors cherchons... Et pour finir, David, pardon, là, si on peut revoir la carte des deux porte-avions, le but stratégique du Gerald Ford, c'est de frapper le nord de l'Iran, car le nord de l'Iran est le plus proche de la Méditerranée que le golfe Persique. C'est ce qu'on voit là. Voilà, c'est ce qu'on voit là. On voit bien que Gerald Ford atteint le nord de l'Iran, par exemple Ispahan, de façon plus rapide que ne le ferait l'Abraham Lincoln. Et deuxièmement, n'oublions pas que l'Arabie Saoudite et les Émirats ont interdit le survol. C'est ce qu'expliquait Pierre. Donc voilà. Alors on a cherché à savoir, à évaluer, tenter d'évaluer avec les connaissances qu'on peut avoir, ce que serait l'impact d'un bombardement en Iran, compte tenu de la situation intérieure en Iran. Et on a demandé donc à Armin Arefi de nous rejoindre. Bonsoir Armin Arefi, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste d'origine iranienne. Ouais, franco-iranien, français. Franco-iranien. Vous avez gardé aussi la nationalité iranienne. Alors vous avez encore un peu de famille en Iran, mais vous avez surtout beaucoup de contacts accumulés au cours de nombreuses années. Vous êtes journaliste au Point en particulier. 3 questions pour évaluer ce dont je parlais. D'abord, on a souvent tendance à personnaliser les choses à l'extrême. Est-ce que si les États-Unis se mettaient en tête d'éliminer ou d'écarter un homme, en l'occurrence cet homme, l'ayatollah Khamenei, c'est-à-dire le guide suprême, celui qui a tous les pouvoirs en Iran, est-ce que ça pourrait précipiter un changement de régime, ou bien est-ce que l'Iran se tient prêt à le remplacer d'une certaine manière ? Je pense que c'est la grande question. Effectivement, depuis qu'il est à la tête de l'État iranien en 1989, nommé à vie représentant de Dieu sur terre, c'est le véritable chef de l'État iranien. Alors il se dit qu'il n'a pas encore choisi son successeur. Dans tous les cas, c'est la clé de voûte du régime. C'est-à-dire que c'est le commandant en chef des forces armées, c'est celui qui prend les dernières décisions, c'est lui qui avait donné l'ordre d'accepter de négocier avec les États-Unis avant que Israël et les États-Unis ne frappent l'Iran. Ce que je veux dire par là, c'est que ça serait un bouleversement terrible pour le régime. Maintenant, ça ne signifierait en aucun cas la fin du régime, à savoir qu'il y a un appareil d'État et notamment un appareil sécuritaire extrêmement fort, incarné par les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, qui se tient déjà prêt face à cette possibilité. Maintenant, la question qui se pose par rapport à ce que vous venez de me dire, c'est est-ce que, un peu à l'image de ce qui s'est passé au Venezuela, même si ce ne sont pas les mêmes régimes ni les mêmes pays, l'administration Trump pourrait s'entendre avec des éléments, des caciques du régime, le président du Parlement, le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale, pour garder, donc éliminer le guide, lâcher le guide et garder un régime plus, on va dire, qui pourrait davantage négocier ou s'entendre avec les Américains. Parce que pour l'instant, en tout cas, les positions du guide suprême sont extrêmement fermes vis-à-vis de ce qui est présenté sur la table par l'équipe de Donald Trump, à savoir pas de capitulation, pas d'arrêt de l'enrichissement d'uranium, pas de réduction des missiles balistiques. Deuxième question, compte tenu des échos que vous avez, et on a vu ces derniers jours des formes de protestation qui renaissaient en Iran, parfois de façon relativement discrète quand on a entendu ces cris aux fenêtres, parfois un peu plus voyantes quand on a vu à l'occasion des 40e jours, à la fin du deuil officiel, des slogans dans les rues. Est-ce qu'une action militaire serait susceptible de faire repartir la contestation dans la rue, d'après vous ? Alors, ce que je peux dire, c'est que les contacts que j'ai sur place, notamment ceux qui ont manifesté, aujourd'hui se sentent seuls au monde. Donc un certain nombre d'entre eux ne verraient pas d'un mauvais œil, en tout cas s'en remettent à Trump, notamment à Donald Trump qui avait promis l'aide il y a un mois aux manifestants, une aide qui n'est jamais venue. Et donc la colère est toujours énorme. On l'a vu lors des cérémonies, des commémorations des 40e jours après la mort des manifestants qui ont eu lieu hier et avant-hier. C'est un pari sur lequel misent certains au sein de l'administration Trump et sur lequel mise le gouvernement israélien, à savoir faire renaître la contestation. Maintenant, il faut être clair, ce n'est pas les Iraniens aux mains nues, ils n'ont pas d'armes qui pourraient renverser le régime. C'est une force armée sur le terrain. Or, en Iran, pour l'instant, il n'y a pas de plan pour qu'il y ait des soldats américains. Et par ailleurs, on a des groupes armés en Iran, des groupes notamment kurdes et baloutches, mais qui sont en nombre bien inférieur et bien moins armés que l'appareil de répression et l'appareil militaire du régime qui est resté
intacte et complètement disciplinée en faveur du guide suprême. Et troisième question, on recense d'ailleurs ici, on le fait le plus régulièrement possible, ces étranges séries d'explosions ou d'incendies en Iran depuis maintenant 3 semaines. Les coïncidences sont bon dos, ça semble peu probable qu'il s'agisse de défaillances, d'accidents. Donc est-ce que vous avez, vous, une idée, compte tenu de ce que vous connaissez aussi, de l'histoire de l'Iran de ces dernières années, de la contestation, de ce que ça peut être, de l'origine donc de ces incendies? Alors il y a eu effectivement pas mal de salves d'explosions, de mystérieuses explosions, que ce soit ces dernières semaines ou même juste avant la guerre, les 2 jours, la guerre Iran-Israël. Là c'est des images d'hier encore. Effectivement, on sait, et c'est un secret de polichinelle, que le Mossad est extrêmement présent, infiltré en Iran. On sait aussi qu'il en joue. Faut pas oublier justement qu'au début des manifestations en Iran, le compte officiel du Mossad sur Twitter, dans une guerre de communication, a annoncé son soutien aux manifestants iraniens et a annoncé qu'il était sur le terrain. Donc effectivement, il est totalement possible qu'il y ait des opérations de sabotage. Il ne faut pas oublier que les informations du Mossad en Iran sont telles qu'ils ont quand même réussi à éliminer dans leur lit des gardiens de la révolution, membres de l'appareil de la chaîne de commandement militaire au début de la guerre des 12 jours. Maintenant, il ne faut pas non plus rentrer dans l'argumentaire du régime qui est que c'est avant tout Israël et les États-Unis qui sont derrière les manifestants en Iran, les manifestations de colère. La colère du régime est réelle en Iran. Elle dure depuis maintenant plusieurs décennies. Elle atteint un niveau sans précédent de colère. Maintenant, le problème aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que Donald Trump ne parle plus ou très peu des manifestants et du sort des manifestants. Lui, son but, et il le dit encore aujourd'hui, c'est un deal sur le nucléaire, un deal sur le balistique et sur le soutien de l'Iran à ses proxys, ces groupes paramilitaires non étatiques que sont le Hezbollah et le Hamas. Et Isabelle, c'est la dernière question, la question bonus, mais Isabelle disait, si Trump obtient un accord, il y a toutes les chances que ce soit un accord au rabais. Les Iraniens sont les spécialistes pour jouer la montre et pour faire lanterner les interlocuteurs. Est-ce que vous imaginez qu'un accord est possible ? Écoutez, en tout cas, ce qu'on a compris le dernier cycle de négociations entre l'Iran et les États-Unis mardi à Genève, c'est que les positions sont encore extrêmement éloignées. Il y a des lignes rouges qui ont été fixées par l'administration Trump, à savoir 0 enrichissement d'uranium. Pour l'instant, on n'y est pas côté iranien. C'est une question de fierté nationale, même si, comme l'a dit Isabelle à l'instant, l'Iran n'enrichit plus parce que ses usines ont été bombardées. De l'autre, le programme balistique qui est également évoqué par Donald Trump, c'est une question de sécurité nationale pour l'Iran. Rendez-vous compte, l'Iran est quand même sous embargo depuis, en tout cas la République islamique, depuis 47 ans. Renoncer ou réduire la portée de leurs missiles, ce serait renoncer à leur dernière arme de défense face à une guerre qui est à leur porte. Et troisième chose, le soutien aux groupes paramilitaires. Alors, l'Iran pourrait se satisfaire de déclarations de bonne intention, mais d'un point de vue idéologique, l'Iran, le régime est né notamment de son opposition à Israël et aux États-Unis. Il semble hors de propos, hors de question qu'il abandonne un système, même si affaibli soit-il, qu'il a mis 47 ans à façonner par le biais de la création du Hezbollah, l'armement et le financement du Hamas, l'aide aux Houthis ou aux milices chiites en Irak. Merci beaucoup Armin Arefi d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci Isabelle, Magali, Christian, Pierre de nous avoir éclairés sur le sujet.